On dit que les mariages font ressortir le meilleur de chacun. Le mien a révélé un secret si profond qu'il a bouleversé mon monde. Ma sœur ne m'a pas seulement trahi. Elle a couché avec mon fiancé dans mon dos et je l'ai découvert 5 jours seulement avant mon mariage. Suivez-moi pendant que je partage mon histoire et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en lançant un j'aime et en la partageant avec vos proches. Je m'appelle Amanda. J'ai 29 ans et je suis infirmière en Caroline du Nord. J'ai toujours été la personne responsable de la famille, celle qui aidait tout le monde, surtout ma petite sœur Alay. Elle a 25 ans, elle est pleine de charme et est généralement le centre de l'attention partout où elle va, mais ça ne me dérangeait pas. Je l'adorais. Elle était ma demoiselle d'honneur pour mon prochain mariage, ou du moins, elle était censée l'être. Daniel et moi étions ensemble depuis 3 ans. Il était gentil, calme et drôle, même si c'était discret. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour un hôpital et avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Je pensais vraiment que c'était l'homme de ma vie. Alors, quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui sans hésiter. L'organisation du mariage a été stressante, mais Alay a toujours été là pour m'aider au début. Puis les choses ont commencé à changer. Alay est devenue distante, froide. Elle ne répondait plus à mes appels comme avant. Elle a séché un essayage de ma robe et a mis ça sur le compte des embouteillages. Au même moment, Daniel a commencé à se comporter bizarrement lui aussi. Il devenait nerveux dès que j'entrais dans la pièce alors qu'il était au téléphone. Il ne voulait plus parler du mariage. Il disait que le travail le stressait. Je le croyais. J'essayais de me convaincre que j'étais juste nerveux, que je me faisais des idées. Mais 5 jours avant le mariage, un événement s'est produit que je ne pouvais ignorer. Daniel était sous la douche et je devais consulter l'agenda de son téléphone pour un rendez-vous avec un prestataire. Quand je l'ai ouvert, un message est apparu à l'écran. C'était de Alay. Ce n'était pas un message ordinaire. C'était un message coquin, intime, bien trop personnel. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert leur fil de discussion et ce que j'ai vu m'a rendu malade. Il y avait des messages datant de plusieurs mois. Blagues, secrets, photos, des choses qu'aucune sœur ne devrait envoyer au fiancé de sa sœur. Je n'arrivais pas à y croire. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression que j'allais vomir par terre. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis resté planté là, le téléphone à la main, essayant de respirer. J'avais la poitrine serrée, comme si on m'avait frappé en plein cœur. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais une chose était sûre, mon mariage n'aurait pas lieu. Pas comme ça. Pas avec eux. Daniel était sous la douche quand j'ai attrapé son téléphone. Je ne cherchais pas à l'espionner ni à envahir sa vie privée. Je devais juste vérifier le calendrier. Nous avions une dégustation de gâteaux cet après-midi-là et je ne me souvenais plus de l'heure à laquelle nous l'avions réservé. Mais quand j'ai décroché le téléphone, un message est apparu. Il venait de Alay. Au début, j'ai cru que c'était juste un truc drôle, une blague peut-être, mais les mots ne ressemblaient pas à ce qu'une sœur enverrait. Je me suis figé. Mon pouce planait sur le message, contre chaque partie de moi qui voulait détourner le regard. J'ai tapoté pour l'ouvrir. Ce que j'ai vu ne me semblait pas réel. Ce n'était pas un seul message. Il y en avait des dizaines. Des histoires séduisantes, coquines et même affectueuses. Des choses qu'aucune sœur ne devrait jamais dire à l'homme que sa propre sœur va épouser. Mon cœur battait la chamade en faisant défiler les pages. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur ponctuelle. Peut-être que c'était juste émotionnel. Peut-être que ce n'était pas physique. Puis j'ai trouvé les photos. Des photos privées. Certaines de Alay, d'autres de Daniel, d'autres des deux. J'avais le souffle coupé. Impossible de détourner le regard. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à lire chaque mot, à fixer l'écran comme si cela pouvait changer la vérité. Mais ce ne fut pas le cas. Ce n'était pas un incident isolé. Cela durait depuis des mois. Pendant que j'étais occupé à travailler de longues heures à l'hôpital, que j'organisais un mariage, que je faisais confiance aux 2 personnes que j'aimais le plus au monde et qu'elles agissaient dans mon dos, j'avais envie de crier, de pleurer, de casser le téléphone, de réveiller Daniel et de le lui jeter au visage. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis forcé à me taire. J'ai remis le téléphone exactement comme je l'avais trouvé. Je suis sorti de la pièce, je me suis assise au bord du lit et j'ai fixé le sol pendant ce qui m'a semblé une éternité. J'avais besoin d'être sûr.
J'avais besoin de tout savoir avant de dire un mot, car une fois que je l'aurais su, tout changerait. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de réparation, pas de faux-semblants. Ceux qui étaient censés me protéger m'avaient menti en face, et je n'étais pas prêt à leur avouer que je savais. Pas encore. J'ai attendu 2 jours entiers avant de dire un mot, 2 jours à faire semblant de ne pas savoir, 2 jours à faire semblant d'être normal, même si mon monde s'était déjà écroulé. J'ai à peine dormi, à peine mangé, mais j'avais besoin de les voir tous les deux clairement, leur véritable identité, avant d'affronter quoi que ce soit. J'ai d'abord appelé Hailey et lui ai demandé de me retrouver au petit café près du parc de notre enfance. Elle est arrivée souriante, vêtue d'une de ces jolies robes qu'elle m'empruntait toujours, comme si de rien n'était. Une fois assise, je n'ai pas perdu de temps. J'ai vu les messages, ai-je dit, calme mais ferme. Je sais pour toi et Daniel. Elle se figea, son visage changea. L'espace d'une seconde, elle sembla sur le point de nier. Puis ses yeux se remplirent de larmes et elle se couvrit le visage de ses mains. Je suis vraiment désolé, sanglota-t-elle. Ça n'aurait pas dû arriver. Je la fixais du regard. Alors pourquoi faire ça, pendant des mois? Elle leva les yeux vers moi, les yeux rouges et tremblants. C'est lui qui a commencé. Il disait que tu étais toujours trop occupé, qu'il se sentait seul. Il me faisait me sentir spécial. Je ne voulais pas te blesser, Amanda. Je n'avais rien prévu. Ces mots m'ont retourné l'estomac, comme si elle était la victime, comme si Daniel l'avait entraînée dans cette histoire. Je n'ai rien dit d'autre. Je me suis levé et je suis parti. Ensuite, je suis rentré chez moi auprès de Daniel. Il était sur le canapé, à regarder la télé, faisant comme si tout allait bien. Je me suis tenu devant lui, son téléphone à la main. Je sais, ai-je dit. J'ai tout lu. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se redressa. Amanda, de quoi parles-tu? Je jetai le téléphone sur le canapé à côté de lui. Allez-y, lisez les messages à voix haute. Il le prit et fixa l'écran. Il ne dit pas un mot. J'ai vu les photos aussi, ai-je ajouté doucement. Il a commencé à marmonner des excuses. C'était une erreur. J'étais stressé. Tu travaillais tout le temps. Ça ne signifiait rien. Ce n'était pas de l'amour. J'ai ri, d'un rire froid et fatigué. Tu m'as trompé avec ma sœur, et tu veux me faire croire que ce n'était pas de l'amour, que ça arrange les choses. Il s'est levé et m'a attrapé. S'il te plaît, Amanda, on peut arranger ça. Non, dis-je en reculant. Tu dois partir, maintenant. Il avait l'air stupéfait, comme s'il ne s'attendait pas aux conséquences. Le mariage est annulé. J'ai déjà appelé le lieu, ai-je ajouté. Il ne s'est pas battu. Il a juste pris ses clés et est parti. Je me suis retrouvé seul dans cet appartement, entouré des débris d'une vie que je croyais construire. Les décorations de mariage, la robe accrochée au placard, la liste des invités sur le frigo. Mais je ne ressentais qu'un vide. Ils ne m'avaient pas seulement trahi. Ils m'ont arraché une partie de moi, et plus rien ne serait comme avant. La nouvelle s'est vite répandue. En quelques jours, toute la famille savait que le mariage était annulé. Mais tout le monde ne connaissait pas la raison, jusqu'à ce que Hailey commence à se montrer avec Daniel. 2 semaines seulement après le drame, ils ont rendu l'histoire publique. Hailey a publié sur Instagram une photo d'elle et Daniel dans un restaurant, main dans la main, souriant comme si de rien n'était. Aucune excuse, aucune honte, juste un bonheur béat. J'étais anéanti. Quand j'en ai parlé à mes parents, m'attendant à ce qu'ils soient aussi bouleversés que moi, j'ai été accueilli par quelque chose de pire que le silence. Des excuses. Hailey a fait une erreur, dit ma mère en sirotant son café comme si elle ne parlait pas de mon monde qui s'écroulait. C'est toujours ta sœur, ajouta mon père. La famille doit surmonter les épreuves. Vous avez besoin les unes des autres. Je les regardais, incrédule. Elle a couché avec mon fiancé. Je sais, dit maman doucement. Mais garder la colère ne réglera rien. Réparer n'importe quoi. Comme si je l'avais cassé. J'ai quitté leur maison sans un mot. J'ai alors réalisé que j'étais seul dans cette situation. Sans soutien. Sans compréhension. Juste une pression pour pardonner. Pour passer à autre chose. Pour faire comme si ma douleur n'était pas réelle. C'est là que la dépression a vraiment frappé. J'ai arrêté de sortir et de répondre aux appels. Certains jours,
je restais au lit, les yeux rivés au plafond. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Et le silence me criait dessus. Ma vie avait été bouleversée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, et celle qui était censée m'aider, non. Mais un soir, après avoir pleuré à nouveau dans mon oreiller, j'ai eu un déclic. Je ne pouvais pas continuer à me noyer comme ça. Je ne méritais pas une telle fin. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. J'ai commencé à y aller chaque semaine. J'ai parlé. J'ai pleuré. J'ai déballé toutes ces trahisons. Petit à petit, j'ai retrouvé mes repères. J'ai commencé à prendre soin de moi. Pas seulement pour survivre, mais pour grandir. Je me suis concentré sur mon travail. J'ai fait des heures supplémentaires. Et je me suis même inscrit à un cours en ligne. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai souri davantage. Et petit à petit, j'ai recommencé à me sentir comme Amanda. Mais ne confondez pas ma guérison avec un oubli. Je n'avais pas fini. Loin de là. Car même si le monde voulait que j'avance, j'avais d'autres projets. L'année qui suivit fut calme, du moins en apparence. J'ai emménagé dans un nouvel appartement. Petit mais paisible. Aucun souvenir ne hantait les recoins. Plus de brosses à dents qui se moquent de moi dans la salle de bain. J'ai changé les serrures et j'ai pris un nouveau départ. Au travail, je me suis donné à fond. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai assumé plus de responsabilités. J'ai obtenu une promotion. Puis un autre. Mon compte en banque a commencé à refléter les heures que je consacrais à la guérison. On me disait que j'allais bien. Que j'avais bonne mine. Qu'ils étaient fiers de moi d'avoir avancé. Et j'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai joué le jeu. Même en présence d'Hailey, je portais le masque. Elle pensait que je lui avais pardonné. Ou du moins, elle voulait le croire. Lors des réunions de famille, je l'accueillais avec un sourire crispé. Restes Polly. Éviter tout ce qui dépasse la météo ou la nourriture. Nos parents s'accrochaient à l'illusion que tout allait bien. C'était comme si balayer le passé sous le tapis le faisait disparaître. Mais derrière les portes closes, je me souvenais de tout. Je n'avais jamais cessé de conserver mes reçus. Literalment. Hailey l'ignorait. Mais quand elle était plus jeune et qu'elle avait besoin d'aide pour intégrer une école d'infirmière, j'avais cosigné son prêt étudiant. Elle m'a promis de continuer à payer mes factures. Elle m'a promis que je n'en subirais pas les conséquences. Et sur le moment, je l'ai cru. Nous étions sœurs. À l'époque, je lui faisais vraiment confiance. Après la trahison, j'avais presque oublié les prêts. Presque. Mais quelques mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai reçu un avis. Hailey avait manqué un paiement. Puis deux. Puis encore. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas rappelé. J'ai juste commencé à collectionner. Chaque avis de retard était rangé dans un dossier. Chaque rappel par email. Chaque capture d'écran. Chaque preuve financière que la dette était désormais mienne. J'ai soigneusement rangé tout ça. J'ai aussi conservé les SMS qu'elle m'avait envoyés après la dispute. Ceux où elle prétendait n'avoir jamais voulu me faire de mal. Que c'est arrivé comme ça. Et qu'elle ne pensait pas que je le prendrais si mal. J'ai aussi fait des captures d'écran. Je n'étais pas mesquin. Jatai's patient. Voyez-vous, il pensait que je guérissais tranquillement. Que j'étais plus grande que moi. Que j'avais enfoui ma souffrance et que j'étais passé à autre chose. Mais il ne réalisait pas que je construisais quelque chose. Pas seulement une nouvelle vie. Mais un projet. Parce que guérir ne signifie pas oublier. Et le pardon. Je n'y avais jamais souscrit. L'avis final est arrivé un jeudi après-midi pluvieux. Je m'en souviens parce que j'étais assis près de la fenêtre, en train de siroter du thé. Je regardais les gouttes tomber sur la vitre lorsque la lettre glissait dans ma fente. Je l'ai ouverte. J'ai lu les mots. Mise en demeure définitive. Et je n'ai rien ressenti. Pas de panique. Pas de tristesse. Juste une confirmation discrète de ce que j'attendais. Hailey avait officiellement arrêté de rembourser ses prêts. Elle pensait probablement que je laisserais passer l'affaire. Que je la couvrirais. Que j'accepterais la dette comme elle s'attendait à ce que j'accepte la trahison. Mais cette fois, elle m'avait sous-estimé. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas envoyé de SMS d'avertissement ni demandé ce qui se passait.
Je suis allé directement à mon bureau et j'ai sorti le dossier que je construisais tranquillement depuis plus d'1 an. Et j'ai commencé à remplir des papiers. J'ai déposé une demande de dommages et intérêts pour rupture de contrat. Et une fraude financière. Tout était clair, documenté et bien organisé. Hailey avait emprunté de l'argent. Maintenant, elle allait le rembourser. Devant le tribunal. La date d'audience est arrivée plus vite que prévu. J'ai tout finalisé avec mon avocat et vérifié chaque reçu. Chaque message, chaque paiement manqué, était comptabilisé. Je n'étais pas à moitié préparé. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de conséquences. Mais cela ne signifiait pas que je n'allais pas faire valoir mon point de vue. Car si le côté juridique était solide, j'avais autre chose de prévu. Quelque chose qu'Hailey n'aurait jamais vu venir. J'y ai pensé il y a des mois. Tard un soir, en emballant de vieux cartons. C'est là que je l'ai vue. La robe. Ma robe de mariée. Celle que je n'ai jamais pu porter. Encore emballée dans du plastique. Toujours parfaitement conservée. Comme s'il attendait un moment qui n'est jamais venu. Jusqu'à présent. L'idée m'est venue soudainement et m'est restée en tête. J'ai intégré ce plan à tout le reste. Parce que si Hailey voulait jouer les grandes, si elle voulait vivre sa vie comme si de rien n'était, alors elle pourrait se présenter au tribunal habillée comme la mariée qu'elle a contribué à détruire. Je ne voulais pas seulement la justice. Je voulais du symbolisme. Et maintenant, la date du procès étant fixée et tout étant prêt, il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment pour passer l'appel. La tempête à laquelle je m'attendais était enfin là. Le matin de l'audience, j'ai appelé Hailey. Je ne lui avais pas parlé depuis des semaines. Et le son de sa voix quand elle a décroché était incertain. Comme si elle ne savait pas à quoi s'attendre. J'ai gardé un ton doux. Amical. Presque comme avant. Je lui ai dit que je voulais parler avant d'aller au tribunal. J'ai dit qu'il serait préférable de montrer au juge que nous étions courtois. Peut-être même de trouver une solution. Elle semblait surprise, mais enthousiaste. Hailey a toujours été comme ça. Prête à tout pour ressembler à une gentille personne. Puis j'ai dit, assurez-vous de porter une tenue formelle. C'est le tribunal après tout. Il y eut un long silence. Elle a marmonné quelque chose comme quoi elle n'avait plus rien de joli qui lui allait encore. Et c'est là que je lui ai proposé la robe. Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait convenir. J'ai dit. Je me suis dirigé vers le placard et j'ai sorti le sac à vêtements. Celle qui contenait ma robe de mariée annulée. Celle que je n'ai jamais portée. Celle que j'aurais dû porter pour épouser Daniel avant qu'elle ne couche avec lui. Je suis juste assis là, dis-je d'un ton détaché. Autant m'en servir. Elle hésita. Ce n'est pas ta robe de mariée? Non. J'ai menti. C'est juste une robe de soirée que je n'ai jamais eu le temps de porter. Elle est simple. Elegante. Ça t'ira bien. C'est tout ce qu'il a fallu. 30 minutes plus tard. Elle était à ma porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je lui ai juste tendu le sac à vêtements et je l'ai regardé s'éloigner, le serrant fort dans ses mains. Elle me remerciait comme si je lui avais rendu service. Quand je suis arrivé au tribunal, elle était déjà là. Debout dehors, je regardais son reflet dans la vitre. Dès que je suis sorti de la voiture, son regard a croisé le mien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une réelle confusion sur son visage. Elle baissa les yeux vers sa robe. Puis, elle s'est retournée vers moi. Ça l'a frappée. Elle portait ma robe de mariée. Elle n'avait pas remarqué quand elle l'avait enfilée. Pas vraiment. Elle pensait probablement que c'était une simple coïncidence si la fermeture éclair était si parfaite. Les perles brillaient exactement de la même manière. Mais maintenant, elle le savait. Et elle ne pouvait pas les dézipper en public. Elle ne pouvait pas changer le moment. Elle était entrée dans le vif du sujet. Je suis passé devant elle. Je n'ai rien dit. Et je suis entré dans la salle d'audience, la tête haute. Qu'elle reste là. En blanc. Pour une fois, elle ressentait le poids de quelque chose qu'elle avait tenté de voler. Ce n'était pas son jour de mariage. C'était le jour du jugement. Hailey était assise, raide, à la table des plaignants. Elle tirait nerveusement sur les manches de sa robe blanche. Ma vieille robe de mariée. Celle qu'elle avait portée, pensant que c'était juste une robe oubliée que je lui avais prêtée.
Elle ignorait qu'elle avait été conçue pour le jour de mon mariage avec Daniel. L'homme qu'elle m'avait volé. Je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Je suis entré dans la salle d'audience en costume bleu marine. Les talons claquaient sur le sol. Tous les regards se tournèrent. Je n'ai pas adressé la parole à Hailey, assis en face d'elle. Mais elle m'a regardé. Et je l'ai vu sur son visage. L'embarras. Regret. Peur. Le juge la regarda. Puis à moi. Puis à la robe. Un choix vestimentaire inhabituel pour une affaire civile. Il marmonna, cachant à peine sa curiosité. Je lui souris poliment. Je n'avais aucune intention de faire une scène. Je n'en avais pas besoin. Une fois les choses commanditées, j'ai gardé un ton neutre. Calme. Pas d'emportement. Pas de drame. Juste des faits. J'ai exposé les messages échangés par Hailey et Daniel. Non pas parce qu'ils étaient pertinents pour le procès, mais ils m'ont expliqué leur motivation. J'ai ensuite présenté les contrats de prêt co-signés. J'avais des copies de tout. Documents signés. Relèves bancaires. Avis définitif. Je lui ai montré qu'elle avait arrêté de payer depuis 1 an. Que les dettes s'accumulaient à mon nom. Hailey a essayé de s'exprimer à plusieurs reprises. Mais sa voix tremblait. Elle disait qu'elle pensait que je lui avais pardonné. Que je n'avais pas parlé des prêts depuis des mois. Elle n'avait pas voulu que ça aille si loin. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le juge. Après avoir présenté les preuves, j'ai fermé mon dossier et joint les mains. C'est tout, votre honneur. La salle est restée silencieuse un instant. Hailey ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Elle paraissait petite dans cette robe. C'était ridicule, vraiment. Comme une enfant qui joue à se déguiser. Ça ne lui allait pas comme elle l'espérait. Plus maintenant. Je n'étais pas la mariée au cœur brisé dont elle se souvenait. J'étais la femme venue récupérer ce qui lui était dû. Avec intérêt. La salle d'audience était silencieuse tandis que le juge triait ses papiers. Ses lunettes glissaient sur son nez. Hailey, figée dans ma vieille robe de mariée, était assise. Son visage était pâle et ses lèvres pincées. Elle ne me lançait même pas un regard. Je m'en fichais désormais. Le juge s'est éclairci la gorge. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, le tribunal a statué en faveur de la plaignante, Amanda Grayson. Ma poitrine s'est légèrement soulevée, mais je n'ai pas bougé. Il a continué. Le défendeur est condamné à rembourser le solde du prêt de 24 000 $, ainsi que les intérêts bruts, les frais juridiques et les dommages et intérêts pour un total de 6 000 $ supplémentaires. Hailey resta bouche bée. Elle semblait sur le point de s'évanouir, mais je gardais les yeux fixés sur elle. Je ne célébrais pas. Je n'ai pas souri. J'ai juste hoché la tête et rassemblé mes papiers. Calme. Control. Daniel ne s'est jamais présenté. Pas au tribunal. Même pas pour prendre des nouvelles d'Hailey. Je suppose que la trahison ne garantit pas la loyauté. Il a probablement fui dès que les choses ont commencé à se compliquer, comme toujours. Qu'il reste loin. En passant devant Hailey, je n'ai pas dit un mot. Je sentais son regard me fixer, attendant peut-être que je jubile, mais je n'avais rien de plus à lui offrir. Ni ma colère, ni ma douleur, ni même mon attention. Elle avait tout pris autrefois. Maintenant, j'avais repris quelque chose. Devant le palais de justice, le ciel était clair et calme. L'air sentait la pluie qui approchait, mais elle n'était pas encore arrivée. Je marchais jusqu'au parking, mes talons claquant sur le trottoir, et trouvai facilement sa voiture. Le même pare-choc rayé. Le même attrape-rêve délavé par le soleil, accroché au miroir. J'ai sorti un mot plié de mon sac et l'ai glissé sous son essuie-glace. Ce n'était pas long. Juste quelques mots griffonnés sur une carte rose pâle, la même couleur que j'avais choisie pour le thème de mon mariage. Tu portais la robe. C'est tout ce que tu as toujours voulu, pas vrai? Je suis resté immobile une seconde, puis je me suis retourné et je suis parti. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce n'était même plus une question de trahison. C'était le fait de savoir que j'avais transformé ma douleur en pouvoir. Je n'ai pas crié, supplié, ni craqué. Je n'avais pas besoin d'une vengeance qui aurait détruit des ponts. J'avais besoin d'une conclusion qui les laisserait debout pendant que je m'éloignais. Hailey pouvait garder la robe, les souvenirs, même le silence.
Mais j'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux, moi-même. Cela fait 8 mois que l'audience a eu lieu. Parfois, on a l'impression que c'était il y a une éternité. D'autres fois, c'est comme si c'était hier. J'habite maintenant dans un quartier calme. Mon appartement est petit mais baigné de lumière. J'ai mon espace, ma tranquillité. Je travaille à temps plein à l'hôpital et j'ai même commencé à faire du bénévolat auprès des survivants de traumatismes. Ça fait du bien d'aider les autres à trouver la force, comme j'ai dû trouver la mienne. Hailey a encore des dettes. Elle a essayé de demander de l'aide à mes parents, mais ils lui ont dit qu'elle devait régler ses problèmes elle-même. La plupart des membres de la famille gardent leur distance maintenant. Je crois qu'ils ont enfin compris qui elle était vraiment. Ou peut-être ont-ils compris qui j'étais devenu. Daniel a déménagé. Pas d'adresse de réexpédition. Pas d'adieu. Ce moment n'a pas été douloureux. Au contraire, c'était un soulagement. Son silence en disait plus que ses mots. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Lentement. J'ai rencontré quelqu'un à la librairie, de tous les endroits. Il s'appelle Marc. Il est calme, gentil et ne demande pas plus que ce que je suis prêt à donner. On parle. On rit. On se promène et on boit trop de café. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est réel. Et c'est largement suffisant. Parfois, je repense encore à ce jour. La salle d'audience. La robe. L'expression d'Hailey. Je ne regrette rien. Ni le procès, ni le mot. Ce n'est pas le silence que j'ai gardé depuis. Le pardon n'est pas un cadeau que je dois à quelqu'un qui m'a brisé volontairement. Je ne me suis pas simplement vengé. J'ai tourné la page. Et c'est peut-être là la vraie victoire. Pas l'argent. Ce n'est pas la victoire au tribunal. Ni même le moment poétique avec la robe. C'est le fait que j'en suis ressorti plus forte, plus claire et plus libre que je ne l'aurais jamais cru. Au fait, j'ai toujours cette robe. Elle me l'a finalement rendue. Je l'ai fait nettoyer à sec et je l'ai rangée. Non pas par sentiment, mais pour me rappeler que j'ai survécu. Et je l'ai fait en haute couture. Pensez-vous qu'Amanda a exagéré dans sa vengeance? Ou Hailey et Daniel ont-ils mérité tout ce qui leur est arrivé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais en manquer une.